Ce matin-là, le silence qui régnait à Buckingham Palace était pesant, artificiel, presque théâtral. Les courtisans se turent lorsque le dossier cramoisi scellé apparut près du bureau du roi Charles, et même les plus hauts conseillers évitèrent son regard lorsque le monarque signa la dernière page. Mais ce n'est pas la signature elle-même qui provoqua l'émoi au sein de la famille royale. C'est le nom inscrit sous le décret, Camilla, selon des rumeurs circulant hors des murs du palais, pourrait bien avoir changé à jamais l'avenir de la couronne. Avant d'analyser plus en détail les conséquences pour la famille royale, abonnez-vous pour ne manquer aucune information. D'après certaines sources, cette lettre n'était pas une simple formalité. L'affaire fut traitée avec le silence habituellement réservé aux questions de succession, de sécurité et de survie royale. Au sein du palais, les conseillers auraient immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple cérémonie, mais bien d'une question de pouvoir. Il s'agissait de l'avenir de la monarchie après Charles, et, plus grave encore, de savoir si les droits de Camilla sur la couronne resteraient intacts, ou si l'institution commencerait discrètement à dissocier sa position personnelle des rouages sacrés de la couronne. Ceux qui connaissent l'atmosphère autour du roi le décrivent comme émotionnellement épuisé, tiraillé entre loyauté privée et devoir public. Pourtant, selon certaines rumeurs, sa main n'a pas tremblé lors de la signature de la dernière page. La décision avait déjà été examinée par les voies légales, validée par les instances confidentielles du palais, et mise en balance avec les avertissements de ceux qui estimaient que la monarchie ne pouvait se permettre une nouvelle crise interne. La princesse Anne aurait été informée. Le prince William aussi, et cela seul a suffi à inquiéter les principaux conseillers. Il ne s'agissait pas d'un acte impulsif d'un monarque affaibli, mais d'une décision mûrement réfléchie. Presque aussitôt, de subtils changements commencèrent à se faire sentir au palais, sans annonce fracassante, ni déclaration publique, rien qui pût être contesté de front. On observa plutôt le langage de la monarchie dans sa forme la plus froide. Un accès restreint, une correspondance réorientée, une organisation cérémonielle resserrée et des conseillers refusant soudainement d'aborder des sujets qu'ils traitaient auparavant ouvertement. Le nom de Camilla, selon des sources internes, devint synonyme d'une nouvelle prudence. Chaque couronne, chaque document, chaque cérémonie à venir semblait désormais porter une question invisible. Qu'est-ce que Charles venait de supprimer? Et quelle part de ce patrimoine ne pourrait jamais être restaurée? Le plus dévastateur n'était pas la lettre elle-même, mais le message qu'elle véhiculait. Pendant des années, Camilla avait été l'épouse de Charles, couronnée sous les feux de la rampe lors du couronnement ensoleillé de 2023. Mais à présent, à huis clos, l'institution même qui l'avait promue aurait tracé des limites strictes à ce qu'elle pouvait entreprendre. Et dans la maison de Windsor, les limites sont rarement le fruit du hasard, mais la véritable histoire ne commençait pas avec la lettre elle-même. Elle avait débuté des mois plus tôt, lors d'un conflit interne discret que le palais espérait voir rester secret. Bien avant que le couronnement ne brille sous les projecteurs en 2023, des sources bien informées murmuraient qu'une autre bataille se jouait déjà derrière les portes du palais. Une bataille non pas pour la cérémonie, mais pour la propriété, l'héritage et la pérennité. Car, dans la tradition royale, les couronnes ne sont jamais de simples joyaux. Elles sont des déclarations d'autorité. Selon des rumeurs grandissantes, une couronne en particulier était devenue, in secret, l'enjeu d'une lutte interne dévastatrice. Pour Camilla, la couronne du couronnement devait être le sceau ultime de sa reconnaissance. Après des années de jugement public, de résistance au sein du palais et de comparaisons silencieuses avec le passé, ce moment sacré semblait l'inscrire pleinement au cœur de l'histoire royale. Mais des sources bien informées laissent entendre qu'au-delà des honneurs, certaines personnalités importantes n'ont jamais considéré la question comme définitivement réglée.
À leurs yeux, la couronne n'était pas une récompense personnelle, mais un héritage national, protégé par le protocole, l'histoire et l'influence de la discipline rigoureuse qu'avait instaurée la reine Élisabeth II tout au long de sa vie. C'est là, semble-t-il, que les tensions ont commencé. Selon des observateurs du palais, des questions ont commencé à émerger quant à la véritable signification des rites de couronnement de Camilla après le règne de Charles. Étaient-ils purement symboliques? Étaient-ils uniquement liés à sa vie et à son règne? Ou pouvaient-ils être interprétés de manière à étendre leur influence au-delà du moment même du couronnement? Ces questions pouvaient paraître techniques, voire froides. Mais au sein de la monarchie, le langage technique a souvent des conséquences désastreuses. Une simple phrase dans un document peut protéger une dynastie ou la détruire. Selon des sources royales, le prince William et la princesse Anne étaient de plus en plus préoccupés par ce que certains de leurs conseillers qualifiaient d'intégrité institutionnelle. Anne, marquée par des décennies de fidélité aux méthodes de sa mère, estimait, semble-t-il, que la couronne ne pouvait se permettre aucune zone grise concernant les objets de famille, la garde cérémonielle ou le patrimoine successoral. William, anticipant le règne qu'il hériterait un jour, comprenait, paraît-il, le danger de laisser la loyauté affective brouiller les frontières juridiques. Pour lui, il ne s'agissait pas d'humiliation. Il s'agissait de protéger George, Charlotte, Louis et la monarchie qu'il représenterait un jour. Charles, cependant, se trouvait au cœur même de cette tourmente. Selon certains témoignages, il était déchiré entre la femme qu'il avait soutenue et l'institution qu'il était né pour servir. Chaque voix était semée d'embûches. Défendre Camilla sans restriction risquait d'alarmer les gardiens de la continuité. Limiter ses droits risquait de rouvrir de vieilles blessures que le couronnement avait tenté d'enfouir. Et pourtant, la plus ancienne règle du palais demeurait d'une simplicité brutale. Les sentiments privés devaient s'incliner devant le devoir public. Ainsi, tandis que la nation se souvenait des carrosses dorées, des serments ancestraux et de l'éclat triomphant de 2023, une autre histoire se tramait discrètement. La couronne qui semblait jadis sceller la place de Camilla à l'avenant devenait l'objet même qui obligeait la monarchie à s'interroger sur la véritable portée de cette place. Tandis que le public affichait l'unité lors du couronnement, des sources internes affirmaient que les dissensions au sein de la monarchie étaient déjà impossibles à dissimuler. Ces dissensions auraient éclaté lors d'une réunion stratégique privée, tenue secrète dans les profondeurs de Clarence House. Une réunion si strictement contrôlée que même les employés de longue date du palais étaient tenus à l'écart des couloirs avoisinants. Lorsque les portes se sont rouvertes, plusieurs personnalités importantes semblaient visiblement ébranlées. Mais selon des sources proches de la famille royale, c'est l'expression du prince William après coup qui a révélé la véritable gravité de ce qui venait de se produire. Un événement irréversible s'était enclenché. D'après les informations recueillies, la discussion a débuté avec des termes si prudents que même les personnes présentes en ont perçu la gravité. Elle n'était pas présentée comme une attaque contre Camilla, mais comme une tentative de protéger la couronne. Des conseillers juridiques auraient été chargés d'examiner les conséquences possibles si les droits cérémoniels, le patrimoine, les archives et les futurs privilèges royaux restaient sujets à interprétation après la fin du règne de Charles. Dans les familles ordinaires, de telles questions relèveraient de désaccords privés. Au sein de la maison de Windsor, elles deviennent des enjeux de continuité nationale. Selon certaines rumeurs, la princesse Anne fut la première à aborder la question sous un angle nouveau. Elle avait passé sa vie à observer sa mère veiller scrupuleusement au respect du protocole royal avec une patience et une fermeté inébranlables. Pour Anne, l'ambiguïté n'était pas synonyme de compassion. C'était une faiblesse qui ne demandait qu'à être exploitée. Selon des sources internes,
Elle a plaidé pour ce que certains collaborateurs ont plus tard appelé le protocole de fer, un système discret mais impitoyable qui dissocierait l'affection personnelle de l'autorité institutionnelle. Pas de crise, pas d'humiliation publique, seulement des règles, des documents et des portes verrouillées. Guillaume l'aurait soutenu avec une force d'une autre nature. Son souci ne se limitait pas aux événements passés, mais s'intéressait aussi aux conséquences futures. Si de nouveaux conflits éclataient autour du parti de Camilla, de sa famille ou de tout privilège cérémoniel lié au couronnement, son règne en porterait la responsabilité. Et William, selon des sources bien informées, n'avait aucune intention d'hériter d'un trône en proie à des loyautés conflictuelles. L'institution devait primer, non par froidure, mais parce que tout autre choix risquait de compromettre l'avenir que ses enfants étaient destinés à porter. Charles s'y opposa. C'est ce passage que les rumeurs du palais évoquent sans cesse. Il aurait écouté, argumenté, marqué des pauses, puis s'être retiré dans de longs silences, tiraillé entre la femme à ses côtés et les avertissements de ceux qui avaient juré de protéger la monarchie. Mais les archives scellées, les protocoles de succession et les résumés juridiques privés rendaient, semble-t-il, une vérité incontournable. La couronne ne pouvait pas se contenter de sentiments. À la fin de la réunion, l'atmosphère avait changé. Ce qui avait commencé comme un débat était devenu une décision qui attendait d'être officialisée. Anne avait insisté. William avait tenu bon. Les conseillers avaient préparé le terrain. Et Charles, épuisé par la maladie, l'histoire et le devoir, aurait compris que refuser d'agir risquait de laisser une blessure bien plus profonde pour le règne suivant. Mais même ces réunions tendues ne préparèrent pas le palais à ce qui se produisit une fois le décret scellé activé. Les murmures qui circulaient dans les couloirs royaux ce soir-là étaient d'une cohérence glaçante. Camilla ne s'attendait pas à ce que cela aille aussi loin. Selon certaines sources, la reine consort croyait que les négociations étaient toujours en cours, jusqu'à ce que les procédures du palais changent brusquement autour d'elle. Presque du jour au lendemain, l'accès à ses services a été modifié. Les conversations s'arrêtèrent. Les invitations auraient disparu, puis vint une constatation qui stupéfia même les courtisans les plus aguerris. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Selon des sources proches du palais, les premiers signes n'étaient pas suffisamment flagrants pour être remarqués par le public. Mais au sein de l'appareil royal, ils étaient indéniables. Certains documents relatifs aux cérémonies n'étaient plus acheminés par les mêmes voies. Les discussions préparatoires, qui incluaient auparavant le bureau de Camilla, auraient été redirigées vers les services royaux de haut rang. Le discours concernant les futurs privilèges liés au couronnement est devenu plus froid, plus restrictif et plus contrôlé. Il ne s'agissait pas d'une annonce. C'était quelque chose de bien plus dévastateur. Du point de vue du palais, un gel administratif discret. L'entourage de Camilla était, semble-t-il, profondément perturbé, car les restrictions ne paraissaient pas temporaires. Ces mesures n'étaient pas présentées comme une période de réflexion ou un compromis politique. Elles semblaient liées au décret scellé lui-même, ce qui signifiait que la modification portait l'autorité même de Charles. De ce fait, toute contestation était quasiment impossible sans transformer une querelle privée en crise publique. Pour Camilla, c'était le piège le plus cruel de tous. Contester ouvertement cette décision n'aurait fait que confirmer les craintes qu'Anne et William auraient soi-disant suscitées en privé. S'ajoutait à cela une angoisse plus profonde concernant sa famille. D'après certaines sources, Tom Parker Bowles et Laura Lopes n'étaient pas nommément cités dans le décret, mais le message leur serait parvenu malgré tout. Dans la vie royale, l'influence se manifeste rarement de façon ostentatoire. Elle se traduit par des invitations, des conversations, un accès privilégié et une certaine proximité. Si le rôle cérémoniel de Camilla était restreint, son influence sociale et symbolique risquait de s'en trouver réduite. Ce qui semblait autrefois une place assurée au cœur de la vie royale paraissait soudain beaucoup plus incertain.
Charles, selon certaines rumeurs, refusait de rouvrir le dossier. Ce refus a peut-être eu un impact plus profond que les restrictions elles-mêmes. Pendant des années, il avait été le plus fervent défenseur de Camilla, la seule personne dont la loyauté pouvait résister à l'indignation publique, à l'opposition familiale et au poids du passé. Mais désormais, selon des sources proches du dossier, même Charles avait fixé une limite qu'il ne franchirait pas. Le roi qui l'avait fait entrer dans l'histoire était aussi celui qui avait scellé son destin. Le palais entra alors dans une ère plus froide, ni bruyante, ni théâtrale, mais disciplinée, vigilante et impitoyable. Camilla n'avait pas été bannie, mais quelque chose avait changé autour d'elle. L'éclat du couronnement avait laissé place à la logique, et ceux qui comprenaient le pouvoir royal en avaient immédiatement perçu la différence. Pourtant, derrière le tumulte émotionnel se cachait une crainte encore plus profonde qui se répandait au sein de la monarchie, la possibilité que ce ne soit que le début d'une refonte radicale de la monarchie. Pendant des années, les observateurs royaux ont perçu la princesse Anne et le prince William comme évoluant dans des sphères distinctes. L'une, inflexible défenseur de la tradition, l'autre, future roi, naviguant au sein d'une monarchie moderne. Mais des sources bien informées murmurent désormais que la lettre scellée les a réunis en toute harmonie, discrètement, stratégiquement et avec une coordination telle qu'elle aurait pris de court plusieurs factions du palais. Le rôle d'Anne, selon ces mêmes sources, n'a jamais consisté à faire du bruit. Il s'agissait d'appliquer la loi. Elle connaissait les rouages de l'appareil d'État mieux que presque tous les membres actifs de la famille, et des sources internes laissent entendre qu'elle a commencé à les manipuler avec une froide précision. Des dossiers ont été examinés. Le langage cérémoniel s'est durci. Des idées reçues ont été remises en question au regard du protocole. Ce qui, vu de l'extérieur, semblait relever de la simple administration du palais s'est révélé être, en coulisses, une affaire bien plus complexe. Une guerre bureaucratique menée en silence. Le rôle de Guillaume était différent, mais tout aussi décisif. Il ne se contentait pas de protéger le présent. Il protégeait l'image de la monarchie qui reposerait un jour sur ses épaules. Selon certaines sources, il souhaitait que chaque cérémonie future, chaque privilège de la couronne, chaque geste symbolique soit parfaitement interprétable. Aucune faction privée ne devait être autorisée à semer la confusion quant à l'ordre de succession ou à l'héritage des devoirs des enfants royaux. George, Charlotte et Louis n'étaient pas de simples petits-enfants dans cette histoire. Ils incarnaient l'avenir même de l'institution. C'est pourquoi certains collaborateurs auraient commencé à appeler l'alliance discrète l'accord des héritiers. Il ne s'agissait pas d'un pacte public, ni d'une déclaration fracassante. C'était un accord tacite selon lequel le règne suivant ne pouvait débuter sous le poids de revendications cérémonielles non résolues. Anne a incarné la discipline rigoureuse d'Élisabeth II. William, quant à lui, a incarné la pression de l'avenir. Ensemble, ils auraient formé un rempart autour de la future monarchie, un rempart infranchissable, silencieux et incontournable. Affaibli par la maladie et accablé par le poids émotionnel de chaque décision, Charles s'appuyait de plus en plus sur la lucidité d'Anne. Selon des sources proches du couple, il lui faisait confiance, car elle ne cherchait pas à édulcorer la vérité pour le ménager. Elle considérait la monarchie comme un devoir sacré, et non comme un arrangement familial à négocier au gré de ses sentiments. À une époque où Charles était tiraillé entre l'amour, l'histoire et la crainte d'un scandale public, la loyauté sans faille d'Anne a peut-être été le facteur qui l'a rassuré. Mais la contre-offensive fut douloureuse. Chaque restriction imposée aux droits futurs de Camilla rappelait aussi à quel point le palais estimait que la question était devenue épineuse. Chaque document mis à jour laissait entendre que la confiance, une fois ébranlée, pouvait être rétablie par le protocole. Et chaque geste discret de William et Anne
montrait clairement que la couronne se préparait non seulement à une controverse, mais aussi à une ère de succession où rien ne serait laissé au hasard. Mais le moment le plus poignant de tous serait survenu lorsque le palais a réalisé que le public commençait à pressentir un bouleversement majeur en coulisses. Dans un premier temps, le palais s'efforça de maintenir l'illusion du calme. Les apparitions publiques se poursuivirent. Les sourires soigneusement mesurés restèrent de mise. Mais les observateurs royaux ont commencé à remarquer des incohérences. Un langage corporel modifié, des moments absents, une distanciation inhabituelle lors des événements majeurs. Et selon plusieurs sources médiatiques, ces changements subtils n'étaient pas fortuits. C'étaient des signaux. Des signes indiquant que l'équilibre des pouvoirs au sein de la monarchie avait profondément changé. Les observateurs les plus avertis n'avaient pas besoin de déclarations officielles pour percevoir ce changement. Ils scrutaient les positions de chacun, les personnes mentionnées et celles discrètement absentes des processus décisionnels qui, autrefois, semblaient aller de soi. D'après les informations recueillies, Camilla bénéficiait toujours d'une protection publique, mais en privé, certaines portes ne s'ouvraient plus aussi facilement. Des conversations qui auraient dû passer par son bureau auraient commencé à se dérouler ailleurs. Les décisions qui exigeaient autrefois des négociations délicates étaient désormais prises avec une froideur expéditive. Au sein du palais, le silence devenait une arme. Charles, selon des sources internes, semblait de plus en plus épuisé par le poids de maintenir l'équilibre entre deux mondes. D'un côté se tenait la femme qu'il avait lutté pendant des décennies pour légitimer. De l'autre, la monarchie elle-même, avec Guillaume, Catherine et Anne incarnant un avenir qui ne pouvait se permettre aucune confusion. Le retrait du roi face à certaines tensions internes aurait renforcé le sentiment qu'une nouvelle structure se formait autour de lui, non pas contre lui, mais au-delà de lui. C'est là que l'influence de Guillaume et Catherine aurait commencé à croître de manière spectaculaire. Ils n'étaient pas présentés comme des rebelles, mais comme des garants de la continuité. Un avenir stable, une image plus rassurante, une génération dans laquelle le public pourrait s'investir émotionnellement sans les stigmates des scandales passés. Et tandis que la sympathie se tournait peu à peu vers eux, le palais comprit un danger imminent. Le peuple ne se contentait plus d'observer le règne de Charles, il imaginait déjà le suivant. Pour Camilla, cette prise de conscience a peut-être été plus douloureuse que n'importe quelle restriction écrite. Sa dignité publique est restée intacte, mais l'atmosphère avait changé. Un conjoint peut survivre aux critiques. Elle peut survivre à une vieille polémique, mais survivre à une perte de confiance institutionnelle insidieuse est bien plus difficile, car elle ne survient pas d'un coup. Elle s'installe par omission, par des titres édulcorés, par des réunions reportées sans explication, par le langage prudent de conseillers qui, soudain, parlent comme si l'avenir était déjà tracé. Les fractures se sont donc accentuées, non par des déclarations scandaleuses, mais par la froide chorégraphie de la survie royale. Le palais n'avait pas besoin d'annoncer que le pouvoir avait basculé. Il a simplement commencé à se comporter comme si c'était le cas. Alors que les spéculations allaient bon train, bien au-delà des murs du palais, une question lancinante se posa. Pourquoi Charles prendrait-il une décision aussi dévastatrice maintenant? Après tout ce qui s'était passé, ses proches auraient décrit ce moment comme l'un des plus douloureux de son règne, car il ne s'agissait jamais simplement de bijoux, de titres ou de privilèges cérémoniels. Il s'agissait d'héritage, de ce que Charles pensait que l'histoire dirait de lui, longtemps après que les lumières du palais se soient éteintes et que son règne soit entré dans la mémoire royale. Selon les rumeurs qui circulent désormais à Westminster comme à Buckingham Palace, il aurait choisi la couronne plutôt que la loyauté personnelle. Pour Charles, la crainte ne résidait pas seulement dans ce que Camilla pourrait perdre, mais aussi dans ce que William pourrait hériter. Une monarchie en proie à l'incertitude
et à des conflits internes pourraient s'avérer fragiles avant même l'accession au trône du nouveau roi. Des conseillers auraient averti que des droits cérémoniels non résolus, des traditions contestées et un accès flou aux biens royaux pourraient créer des tensions au moment même où la nation avait besoin de stabilité. Charles avait passé sa vie à attendre la couronne, affaibli et sous le regard de l'histoire. Il ne pouvait se résoudre à laisser son fils hériter d'une situation confuse, teintée de loyauté. L'ombre de la reine Élisabeth II planait, semble-t-il, sur toutes les discussions. Son règne s'était fondé sur la retenue, la lucidité et la rigueur implacable de faire prévaloir l'institution sur le désir. Selon des sources proches du dossier, Charles savait que la comparaison serait impitoyable. Sa mère avait préservé la monarchie à travers les tempêtes, en faisant primer le devoir sur l'émotion. S'il n'en faisait pas autant, son règne risquerait d'être perçu non comme une réforme ou un acte de service, mais comme l'occasion d'instaurer une zone d'ombre dangereuse au sein de la famille royale. C'est pourquoi certains conseillers ont présenté le décret scellé comme une mesure de protection et non de punition. Il aurait permis au palais d'obtenir la clarté souhaitée par Charles avant l'accession au trône de Guillaume. Elle a restreint le champ des revendications, défini les usages autorisés et tracé une ligne discrète autour des symboles qui n'appartenaient à personne en particulier, mais à la monarchie elle-même. Dans le langage royal, cette distinction est primordiale. Une couronne peut honorer un époux, mais elle ne saurait devenir un instrument d'influence permanente. Le coût émotionnel fut néanmoins considérable. Selon certaines sources, Charles aurait résisté car il savait que sa décision serait perçue comme une trahison par les proches de Camilla. Mais l'alternative était pire. Des années de murmures, de pression factionnelle et de lentes divisions internes. Les historiens royaux ont souvent averti que les monarchies sont les plus vulnérables lorsque les loyautés privées entrent en conflit avec l'ordre public. Charles a peut-être perçu ce danger et a finalement décidé de l'enrayer avant qu'il n'atteigne le règne de Guillaume. Ainsi, la signature devint bien plus qu'une simple signature. Elle devint l'aveu que l'amour ne pouvait régner sur la couronne et que même un roi devait renoncer à son confort personnel lorsque l'histoire exigeait une réponse plus radicale. Mais si le décret a pu régler une querelle royale, les initiés estiment qu'il a également ouvert la voie à une ère entièrement nouvelle au sein de la maison de Windsor. La monarchie qui a émergé après les fastueuses célébrations du couronnement de 2023 sous les yeux du public est désormais soumise à une discipline plus rigoureuse, plus maîtrisée. Et selon des informations de plus en plus nombreuses provenant des cercles royaux, le message véhiculé par la décision finale de Charles était sans équivoque. La couronne ne survivrait que si l'héritage primait sur l'émotion. William et Catherine se trouvent désormais au cœur de cette nouvelle réalité, non par effet de mode, mais par fatalité. Selon certaines sources, le palais les considère moins comme un nouveau chapitre de l'histoire que comme la force stabilisatrice qui assure déjà sa cohérence. Leurs enfants, notamment George et Charlotte, sont de plus en plus présentés comme des symboles de continuité, preuve que l'avenir de la monarchie doit être préservé de toute confusion avant même qu'elle ne puisse le menacer. La princesse Anne, quant à elle, serait devenue, discrètement, la force motrice de cette refonte. Elle n'a besoin ni d'applaudissements, ni de gros titres. Son pouvoir réside dans le langage royal traditionnel de la discipline, des documents et du devoir. Selon des sources proches du dossier, sa présence a rassuré Charles lors de moments de tension personnelle, tout en rappelant à la famille élargie que les sentiments ne sauraient primer sur l'institution. En ce sens, Anne n'a pas simplement soutenu le décret. Elle a contribué à définir le nouvel ordre qu'il a instauré. Pour Camilla, le déclin est dit moins spectaculaire, mais plus définitif. L'influence ne disparaît pas toujours avec une chute publique.
Parfois, elle s'estompe au fil de réunions à huis clos, de racines déplacées, d'une autorité affaiblie et de la lente disparition de certitudes autrefois tenues pour acquises. Le palais n'a pas effacé sa place auprès de Charles, mais les initiés estiment qu'il a considérablement restreint la portée de cette place au-delà de lui. Voilà la blessure dissimulée sous le silence. Et maintenant, cette lettre scellée est devenue l'un des mystères royaux les plus controversés de ces dernières années. Non pas parce que le palais l'a expliqué, mais parce qu'il ne l'a pas fait. Ce silence ne fait qu'alimenter les soupçons. Un texte profond a été écrit, signé et mis sous clé. Un texte suffisamment puissant pour bouleverser le paysage émotionnel de la maison de Windsor. La leçon, si l'on en croit les rumeurs qui circulent au sein de la famille royale, est brutale. La monarchie peut survivre au scandale, au chagrin et aux rivalités, mais elle ne peut survivre à l'incertitude qui plane sur son héritage. Charles a donc choisi la clarté. Anne impose la discipline. William et Catherine héritèrent de l'élan, de l'élan du pouvoir. Et Camilla, jadis couronnée sous le poids de l'histoire, doit désormais faire face à la dure réalité. La couronne ne confère que ce que le devoir lui permet de garder. Car, au final, les proches de la famille royale estiment que la monarchie a infligé sa plus dure leçon. Si la couronne peut pardonner beaucoup de choses, elle n'oublie jamais ceux qui ont tenté de redéfinir son héritage. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.